Si, Seigneur. La présentation suivante, on repart en France, donc avec deux collègues chercheuses, donc Emmanuelle Gangloff et Hélène Morteau, donc chercheuses en études urbaines, toutes deux docteurs en aménagement du territoire et urbanisme. L'une en postdoc, l'autre chargée de mission, en tout cas sur des sujets un peu similaires, sur les liens entre l'art, la culture dans la fabrique de la ville, et puis également souligner le travail que vous faites sur la veille bibliographique pour le compte du PUCA, sur l'exode urbain, sur la Covid et la ville, donc tous ces sujets qui nous sont très utiles dans le monde académique, mais aussi pour nos étudiants. Hein. Moi, je les renvoie régulièrement sur vos travaux, donc tout ça, merci déjà pour cela. Donc vous allez nous relater au travers de cette veille bibliographique les premiers enseignements depuis voilà, le début de la crise sanitaire en France. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça, notamment est-ce qu'on va vers un urbanisme hygiéniste 2.0? Donc on vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Oui, c'est bon. Bon, bah super. Donc, en effet, donc nous, on va vous présenter un travail qui est issu notamment d'une commande, on va vous l'expliquer, qui s'intitule La fabrique de la ville questionnée par la crise sanitaire, et où on s'est posé la question vers un urbanisme hygiéniste 2.0. La question est ouverte. Donc, juste pour revenir sur les premiers éléments, comme vous l'indiquiez dans un premier temps, c'est vraiment partie d'un travail, enfin, d'une commande du PUCA, qui est le plan urbanisme construction architecture, qui s'est posé la question l'année dernière maintenant, suite au premier confinement, aux impacts, aux effets de la crise sanitaire sur la fabrique de la ville, et notamment du point de vue de la recherche. Comment les chercheurs s'en saisissent, quelles sont les thématiques qui sont abordées. Et donc, nous, on a répondu à cette commande en faisant donc un travail de veille avec un portail de sélection d'articles, d'enquêtes, des notes d'analyse mensuelles. Et puis, pour tout cela, en fait, on est accompagné du PUCA et de son équipe à travers un comité de lecture. Alors, je vais passer comme ça. Donc, on a décidé d'un corpus. L'objectif, c'était vraiment de montrer les recherches en cours, de croiser les points de vue des observateurs et aussi d'identifier, notamment d'avoir un point de vue territorial, donc d'identifier les expériences sur les territoires. Et donc, pour ça, on a regardé un petit peu ce qui se passait. Donc, pour nous, ça nous paraissait important d'avoir notamment une méta-veille parce qu'on voyait qu'il y avait plein d'endroits, il y avait des gens qui faisaient déjà une veille, donc notamment l'école urbaine de Lyon, le forum urbain, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, etc. Donc de faire quelque part une sorte de méta-veille. Puis après, on s'est appuyé sur une veille généraliste avec de la presse et des revues, une veille territoriale avec différents journaux notamment plus ancrés sur les territoires, et puis bien sûr une veille académique, les revues telles que Urbanisme métropolitique, pour aller très rapidement. Donc ceci en fait nous a permis d'avoir des premiers enseignements. Oui, des premiers enseignements qu'on a traités dans une première note qu'on a écrite au début de l'été, en juillet, à l'issue donc du premier confinement, qui s'intitulait On rétropédale. On rétropédale, donc fabrique de la ville questionnée par la crise sanitaire. À partir de là, donc on a procédé à un retour chronologique, à une analyse rétrospective de la crise sanitaire, en gros de mars à juillet, et on a mis en évidence 5 grandes phases d'appréhension de la crise qu'on va vous détailler dans un instant. Donc, il y a eu vraiment une première période qu'on a appelée sentir-ressentir, où on est arrivé sur le temps de la sidération. Donc là, c'est vraiment pendant le confinement, le premier confinement, on voit un ensemble, enfin les commentateurs et les chercheurs vont essayer de saisir la perception du logement de la ville. Et il y avait cette expression qui revenait assez souvent, la ville placée sous monitoring, c'est-à-dire que notamment des chercheurs qui s'intéressent aux ambiances captaient les sons de la ville, le silence, l'appréhension de l'espace, la façon dont les villes se vident de leurs habitants.
On a vu aussi une série de photos des villes complètement désertes. On voyait qu'il y avait pas mal d'articles qui traitaient de cette question-là, en tout cas de se poser la question de qu'est-ce que ça fait à la ville directement et comment on peut observer cette situation inédite. Donc c'est la ville placée sous monitoring dans l'évolution des sens et du toucher, dans l'appréhension du temps, de l'espace, des déplacements aussi, quelque chose qui a été très très remarqué au début, dans la façon de s'alimenter aussi. On a beaucoup une littérature qui a été aussi importante là-dessus. Et puis très vite, on a vu, notamment dans ce temps de la sidération, une mise à jour des inégalités qui s'exacerbent entre les populations et qu'on va voir, qu'on va retrouver à travers le temps. Donc un deuxième temps qu'on a mis en exergue, c'est le temps des interrogations. Donc très vite, les chercheurs se sont interrogés sur des réponses aux questions qu'on se posait. Pourquoi on en était arrivé finalement à ce point? Pourquoi on en était confiné? Et quels étaient les responsables de cette situation? Est-ce que c'était l'urbanisation galopante du monde qui donc empiète sur les terres animales qui serait responsable de la pandémie? Est-ce plutôt non pas la densité urbaine à proprement parler, mais plutôt la densité de relations qui jouerait dans la diffusion du virus? Est-ce que la pollution des villes serait un facteur aggravant de propagation? Donc, est-ce que c'était la faute finalement de la mondialisation? Est-ce que c'est la faute des politiques qui n'ont pas su anticiper ou gérer cette crise? Bon, voilà, tous ces éléments contribuent à renforcer très largement le lien qu'on avait oublié, ce qui a été souligné dans la présentation sur Oran, ce lien de l'hygiénisme, l'histoire de l'urbanisme à l'hygiénisme, on le redécouvre avec la pandémie. Du coup, il y a une troisième phase qui est le temps de la gestion de crise ou le temps de l'adaptation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a énormément observé aussi, c'est que pendant le confinement, on a vu les territoires qui s'adaptaient en urgence dans un esprit do it yourself. On a une gestion de la crise qui est décentralisée. On voit qu'il y a le rôle majeur des collectivités territoriales notamment. L'État ne peut pas tout, donc on voit qu'il y a une prise, en tout cas, d'importance de cette gestion de crise dans l'urgence des collectivités territoriales. On voit aussi quelque chose qui est très très commenté dès le départ, c'est la question des circuits courts. D'un coup, la façon dont on organise la ville et notamment son ravitaillement pose question et on voit qu'il y a un certain nombre de circuits courts qui se mettent en place. Donc ces derniers sont largement commentés. Et puis on donne, notamment on a mis une photo d'une île, mais on donne aussi en exemple des territoires tels que les îles pour s'inspirer de leur faculté d'auto-organisation et de mise en place de réseaux de solidarité pour voir comment on peut les adapter partout en France notamment. On a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la réactivité des communautés, telles que les makers. Alors ça, c'est quelque chose qui arrivait beaucoup, on l'a beaucoup commenté, notamment quand on a fait face à la pénurie de masques, où on a vu à différents endroits en France des Fab Labs avec des gens qui se sont organisés pour faire des visières, des masques, etc. Donc on voit qu'il y avait toute une organisation qui s'est mise en place à travers ça pour aider en tout cas et avec des réseaux de solidarité aussi. On a vu quelque chose de très important qui était le télétravail qui rentrait dans nos vies, qui bousculait les mobilités. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, un tout petit peu, les tiers-lieux et notamment les tiers-acteurs qui s'organisent et qui prennent de l'importance. Et on a vu aussi, notamment dans la question de la ville, vraiment la mise en place de solutions temporaires pour appliquer les règles de distanciation sociale. Donc, on a les coronapistes, évidemment, qui ont été beaucoup, beaucoup commentées. Mais on a aussi tout ce qui nous apparaît aujourd'hui comme presque normal, mais la signalétique dans les gares, la façon dont on gère les flux dans la ville. Et tout ça, on l'a englobé parfois autour des questions, ou en tout cas, ça a révélé des questions autour de l'urbanisme tactique et transitoire. Et puis, une dernière chose, dans cette gestion de la crise, c'est les chercheurs notamment commentent l'évolution de la gouvernance des écosystèmes d'acteurs locaux. Quatrième temps, donc dans l'appréhension de la crise, c'est la question de la projection et des politiques de relance. Alors là, les auteurs s'interrogent, est-ce que finalement la crise sanitaire serait
non seulement un levier de la relance, mais surtout de la reconstruction, c'est-à-dire repenser finalement les fondamentaux. L'enjeu, c'est, disent-ils, de sortir d'une dépendance à l'égard des pays producteurs de biens ou de produits cruciaux. On a vu la question s'est posée vivement avec les visières fabriquées en Chine ou les médicaments. Donc, qui pose question. Donc là, ça questionne aussi notre indépendance alimentaire. Donc, c'est le moment peut-être de repenser les systèmes alimentaires territoriaux. De même, la question de logistique urbaine sont largement abordées, notamment au regard des questions de smart city ou d'innovation dans l'immobilier logistique. Enfin, dans les politiques de relance, il est question des mobilités de demain et peut-être de collaboration plus grande entre les villes et les campagnes. Des questions se posent autour du logement et du logement social notamment, qui est largement abordé dans l'actualité. Et puis, il y a toutes ces questions qui ont trait à la commande publique et au Green New Deal, notamment, qui est largement commenté par les instances européennes. Du coup, ça nous amène à une cinquième phase qui est plutôt cette phase de prospective où on s'interroge vers un futur désirable. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers le temps, on a eu le premier confinement, tout le monde se posait la question du Covid, de l'après-Covid, et puis aujourd'hui, quelque chose qui est comment on vit avec. On se pose en tout cas la question, ça c'est une constante, à quoi ressemblera la ville demain ? Donc il y a un article notamment d'Offner qui se posait la question de nouveaux compromis urbains. Et Magali Talandier aussi a évoqué la question du dialogue renforcé entre ville et campagne. On a vu que ça cristallisait beaucoup de débats et, au sein des chercheurs notamment. Et puis plus généralement, on voit apparaître assez régulièrement le terme en tout cas de la question des systèmes urbains résilience qui apparaissent. Et puis, de manière globale, on a vraiment certains qui s'interrogent sur un possible renouveau de l'urbanisme et de ses modèles, avec des scénarios prospectifs qui émergent. Donc, la ville vivante, la safe city, la ville qui est sécurisée, ou encore la ville hygiéniste sur laquelle on va insister un petit peu plus aujourd'hui. Dans un deuxième temps, on voulait vous présenter un petit peu ce que cette crise du Covid a fait aux modèles urbains qui sont aujourd'hui largement réinterrogés au prisme de la santé. Donc ça engendre ce qu'on indiquait, une remise en question un peu à 360 degrés. Donc ce qu'on va vous exposer dans l'instant. Donc je le disais, une remise en question des modèles urbains établis avec une première question qui porte sur la reterritorialisation des activités, la mise en place des circuits courts. Donc ça vient évidemment en écho aux questions d'autonomie et d'indépendance de production. J'en ai parlé avec sur des secteurs notamment stratégiques, on pense à l'alimentation, à l'énergie, aux médicaments. Ça enclenche aussi une série de questions sur comment la ville reconfigure ses rapports au territoire. Donc, il y a de nouvelles coopérations locales qui se mettent en place pour pallier la diminution des échanges internationaux. Donc, la question qui se pose, c'est quelle sera la pérennité de ces coopérations locales. Voilà. Et puis après, donc on s'est posé, en tout cas, il y a quelque chose qui apparaît de manière assez forte, mais ça a été évoqué aussi, je pense, tout au long de cette journée, c'est la question des nouvelles formes de travail et de la logistique urbaine. Donc très vite, des articles notamment ont évoqué, après le tout collaboratif, le travail en distanciel. Donc, qu'est-ce que ça implique? Alors, nous, on a fait une veille à ce sujet. On a vu à quel point il y avait des nouvelles formes d'inégalité entre les travailleurs, ceux, en gros, qui peuvent télétravailler et les autres, notamment. On a vu aussi, en tout cas, c'est largement commenté, la façon dont l'immobilier de bureau va-t-il s'adapter et quelles seront les conséquences sur les mobilités. On voit aussi qu'il y a une évolution forte des rapports entre production et consommation, avec une adaptation des stratégies commerciales, le commerce en ligne qui pose plein de questions, la façon dont on envisage la logistique urbaine, et puis toujours ces questions de smart city ou d'innovation de l'immobilier logistique avec la question de son urbanisme. Et encore une fois, l'impact sur les mobilités et notamment vraiment le dernier kilomètre lié au développement du commerce, du e-commerce.
Peut-être un dernier point qui vraiment ressort avec la pandémie, c'est l'évolution des rapports entre la nature et les humains. On est passé finalement avant la pandémie, il y avait tout un tas de débats avant, notamment les municipales, sur le verdissement des villes, sur les forêts urbaines, à aujourd'hui l'émergence de quelque chose de plus profond, d'un éco-urbanisme où la ville est pensée et aménagée à partir de la biodiversité. Donc ça, c'est un réel changement de paradigme qui arrive, en tout cas qui est renforcé par la crise sanitaire. On aura l'occasion d'en reparler juste après. De même, cette question du rapport d'évolution entre la nature et les humains, il y a la question de l'accessibilité qui est aussi posée. La fermeture pendant le premier confinement des parcs et jardins, exacerbe les inégalités très fortes entre des populations qui peuvent s'y accéder, ceux qui ont des jardins individuels et les autres. On a aussi quelque chose qui est revenu en force, c'est le besoin, l'envie de nature. Et donc, on s'interroge et les chercheurs s'interrogent sur quel scénario de sortie de crise. On voit notamment la question du périurbain qui revient en force, et puis aussi quelque chose autour des maisons de campagne, comment on va vers la ruralité. Et puis, à l'échelle des logements, on se pose la question d'espaces extérieurs plus grands, d'espaces réversibles, d'espaces avec des balcons notamment, en tout cas pour répondre à ce besoin, cette envie de nature. Donc ça nous amène à la troisième partie. Donc, qui porte sur ces questions de renouveau de la pensée hygiéniste dans la ville et la fabrique urbaine, avec, on le disait, hein, la biodiversité comme étant un point d'entrée très important, voire un point d'entrée numéro 1. Puisqu'elle serait un facteur de régulation des virus. Donc, il y aurait besoin de concilier la propagation du virus et la densité urbaine. Donc, comment concevoir une manière de vivre avec cette biodiversité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement, hein, restaurer la biodiversité favorise des écosystèmes résilients qui sont capables de mieux protéger les populations. Donc tout ça, c'est extrêmement bien détaillé dans un ouvrage qui vient d'être publié par Philippe Clergeau, qui est édité par le PUCA et qui justement recense un certain nombre d'initiatives. Du coup, dans cette idée de ce nouveau projet hygiéniste potentiel, on voit aussi qu'il y a vraiment, ça fait écho notamment à la première présentation qu'il y a eu, c'est l'aménagement pour réguler et limiter la propagation des virus. Donc, on redécouvre les préceptes de l'urbanisme hygiéniste et on s'interroge comment prendre soin des habitants, comment faire. Notamment, il y a eu un grand débat autour de la question de la densité. Est-ce que la densité est vecteur de propagation du virus ou pas? Alors, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça pour l'instant. En tout cas, il y a des vrais questionnements autour de ça. Et puis, on voit aussi la mise en place d'outils et de solutions d'aménagement. Donc, on l'a déjà évoqué auparavant, les questions d'urbanisme tactique. Et une dernière chose sur laquelle on avait aussi envie d'insister, c'est que la crise interroge vraiment les professionnels de l'urbain avec le besoin de nouvelles compétences. Est-ce qu'il n'y aurait pas un écologue qui viendrait travailler sur ces questions? Est-ce que des professionnels de la santé ne pourraient pas aussi se saisir de questions de la ville? Voilà, c'est quelque chose qui revient aussi avec force. Globalement, ce qui est défendu dans ces nouvelles approches qu'on voit émerger, c'est une approche plus globale et systémique de l'urbanisme de la santé qu'on avait complètement occulté ces dernières années. Donc, comme le disait justement Emmanuel, peut-être de nouvelles compétences sont nécessaires pour une meilleure efficience et des nouvelles alliances entre santé et urbanisme pour faire face non seulement aux crises sanitaires, mais plus globalement aux crises écologiques qui nous attendent. Alors après, c'est une question qu'on pose nous, qui aujourd'hui, on voit la santé qui est remise un petit peu à toutes les sauces. Est-ce que ce ne serait pas le nouveau développement durable de l'appréhension des territoires, ce qu'on a vu on a vu se multiplier les exemples un peu partout. Est-ce que finalement, la santé ne serait pas le nouveau point d'entrée de la pensée sur la ville? C'est une question qu'on peut soulever. Et puis, ça pose aussi des questions sur cette question, en tout cas, du projet hygiénisme. C'est aussi
comment on peut avoir aussi quelque chose qui peut, on voit apparaître des potentiels dangers, sous prétexte de protection des populations. Bah voilà, on s'interroge aussi sur les questions de liberté et de limites. On voit bien que potentiellement un urbanisme du Caire corrélé à une surveillance généralisée des populations, voilà, il pourrait y avoir peut-être quelques effets non maîtrisés en tout cas. Ça pose aussi des questions, des enjeux en matière d'inégalité sociale, de vivre ensemble et de commun à ne pas occulter. Ça, c'est quelque chose qui nous apparaissait aussi important, c'est qu'il ne faudrait pas que concentrer le débat sur ces questions-là occulte notamment un enjeu fort qui est les questions d'inégalité sociale et puis cette question du vivre ensemble. Et puis on a vraiment, mais ça on l'a déjà un peu dit tout au long de la présentation, un changement de paradigme dans la conception du paysage urbain. Et on peut se poser la question de ses limites, notamment sur le fait qu'il y ait besoin d'une technicité, une certaine technicité urbaine qui éloigne finalement les citoyens de ces sujets, alors qu'on aurait sans doute besoin de recueillir leurs paroles. Peut-être 2 points rapides en conclusion. Cette veille a été initiée, on l'a peut-être pas précisé, je le redis là maintenant, en tout cas en juin 2020. Elle met à jour un certain nombre de recherches et d'analyses. Voilà. On les recense un petit peu au fil de l'eau. Nous, ce qui nous interpelle, c'est finalement comment distinguer les effets contextuels des effets structurants. Quelles seront les véritables ruptures systémiques et est-ce qu'il y aura des adaptations réelles et durables sur la fabrication des villes? Aujourd'hui, évidemment, il est un peu trop tôt pour le dire de manière absolument définitive. Donc, on avance un peu sur des œufs, mais on voit quand même les choses se stabiliser, notamment sur cette question de l'hygiénisme qui revient en force. Voilà, et puis peut-être dernier point, la crise sanitaire agit, on le voit, comme un révélateur très fort des inégalités et pousse à établir des nouveaux scénarios pour la fabrique de la ville. Ce qu'on note aussi, c'est vraiment l'importance de décorréler un peu dans l'analyse de la veille le temps de la réaction des chercheurs qui est complètement à chaud, on va dire, du commentaire de celui de la réelle recherche. Et aujourd'hui, on commence à avoir des résultats tangibles de programmes de recherche qui commencent à porter leurs fruits, mais ce travail-là, il s'amorce aujourd'hui et qu'on a aujourd'hui, avec Emmanuel, beaucoup entendu et lu des commentaires de chercheurs et pas des résultats de recherche à proprement parler. Donc, on a hâte de la suite. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui a fait un peu reprendre de la hauteur après avoir été sur des terrains. Voilà, ça nous permet de réouvrir un ensemble de questions. Je pense que tout le monde peut se l'approprier selon ses domaines et selon ses intérêts. Ça pose plein de pistes. C'est en soi un programme de recherche très vaste que vous pourriez suggérer à partir de tout ça. Il y a des questions dans le chat, on les prendra donc à la suite. Bien sûr, n'hésitez pas à continuer à les poser. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous dis à tout de suite après la présentation ultime donc, de Florian Lossuc, qui est enseignant-chercheur à l'ESPI Bordeaux.